Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 1er novembre 2018 et aujourd'hui nous avons la Banque d'Angleterre principalement qui est attendue cet après-midi. Alors il n'y a aucune hausse des taux, aucun changement de la politique monétaire qui n'est prévu, mais les commentaires comme d'habitude sur le Brexit ou sur les perspectives d'inflation seront particulièrement surveillés lors de ce communiqué qui sera publié à 13 heures heure française. Outre cette Banque d'Angleterre, nous aurons les PMI du Royaume-Uni et les PMI américains qui seront publiés. Et voilà, concrètement, ce sera tout pour la journée. Ce sera les focus majeurs de la journée. Hier, nous avons eu un rebond, enfin la poursuite du rebond sur les marchés actions. On a le Nasdaq, les techs qui ont euh, pris le leadership de ce rebond alors qu'elles sous-performaient encore ces dernières séances ils ont pleinement subi ce crash d'octobre. Voilà, c'est une information plutôt positive ce matin que nous avons. De l'appétit pour le risque, on va le voir pourquoi dans un petit instant. Sans plus attendre, j'invite comme d'habitude à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau du Brexit, du briefing de l'actualité concernant le Brexit, c'est ce qui a eu peut-être le plus d'impact sur les marchés hier. Le ministre britannique Dominic Raab qui a laissé entendre qu'un accord avec l'UE pourrait être trouvé d'ici le 21 novembre. Voilà, attention, ça a déjà été annoncé ce genre d'annonce, donc faut pas non plus s'emballer trop vite puisque le 21 novembre nous pouvons très bien nous retrouver dans une situation où il n'y a aucun accord. Concernant l'OPEP, on a la production de pétrole du cartel qui est à son niveau le plus élevé depuis 2016 à 33,31 millions de barils par jour, malgré la baisse de production iranienne et vénézuélienne, ce qui a eu un impact extrêmement négatif sur les cours de pétrole. Au niveau de la Chine et même du Japon, l'activité manufacturière a connu un très léger rebond donc en Chine, mais un rebond quand même assez important au Japon en octobre. Ce qui est positif pour tout ce qui est l'appétit pour le risque, puisque hausse de la production, ça veut dire hausse du PIB mondial. En tout cas, c'est synonyme de hausse du PIB mondial, alors qu'on est dans un contexte de ralentissement dû aux tensions commerciales. Donc, c'est une information qui est très positive, qui permet l'appétit pour le risque ce matin. Nous avons l'AUD et le NZD qui surperforment de loin les majeurs, les marchés actions qui rebondissent et nous avons les commodities, que ce soit métaux industriels, métaux précieux ou même les matières premières énergétiques comme le pétrole ou le gaz qui sont également dans le vert grâce à ces PMI. Au niveau de la macro américaine, nous avons les coûts de la main-d'œuvre qui ont nettement augmenté au troisième trimestre aux États-Unis d'après l'indice ECI dans le contexte d'un marché de l'emploi tendu où le taux de chômage est à 3,7%, son niveau le plus bas depuis de 49 ans. Pardon. Au niveau de l'Italie, nous avons le gouverneur de la Banque d'Italie qui a averti mercredi qu'une hausse prolongée des coûts d'emprunt pénaliserait les ménages et les entreprises. Il y a eu d'impact sur le spread BTP Bund, mais c'est quand même à noter. Et concernant la BNS, nous avons le président qui a déclaré mercredi que la Suisse serait un des pays les plus touchés par une guerre commerciale avec un comportement du franc suisse difficile à prévoir, sous-entendu un mouvement du franc suisse qui serait haussier. Hein, voilà. Ce qui ne plairait pas, vraiment pas à la BNS. Concernant les chiffres de ce qui s'est passé hier et ce qui se passe ce matin, DXY qui a clôturé en légère hausse. On a une baisse ce matin, on va le voir dans un petit instant. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 qui ont clôturé dans le vert et le Nasdaq a de loin surperformé comme on peut constater ici, plus 2,31%. Ce matin, nous avons le T-Note qui est stable, stable parce que voilà, on a beaucoup d'offres sur le marché obligataire américain et la demande à très très court terme sur ces deux dernières séances n'est pas très importante puisqu'on a plutôt l'appétit pour risque, on a un retour sur les marchés actions. Au niveau du yen index qui est en baisse ce matin, ce qui est normal puisqu'on a de l'appétit pour le risque. Au niveau du gold, on a un rebond, pas parce qu'on a de l'appétit, mais parce qu'on a une baisse du dollar. Le Nikkei qui est en rouge, mais le Shanghai qui est légèrement dans le vert. Voilà. Et au niveau du calendrier économique, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc nous aurons dans 10 minutes des chiffres suisses. Voilà. Donc IPC
de la Suisse, attendu, vous voyez, inchangé. IPC harmonisé 1,1%, IPC Core attendu à 0,5. Le PMI attendu à 58,7, donc en légère baisse par rapport au mois précédent. 10h30, les chiffres, enfin le chiffre PMI britannique manufacturier, 53, donc en légère baisse par rapport au mois de septembre. Nous aurons la BOE à 13h, le discours de Mark Carney à 13h30. Enfin, nous aurons le PMI canadien à 14h30, puis le PMI américain à 15h. Donc vous voyez, c'est un peu la journée des PMI aujourd'hui, tout sauf l'Europe. L'Europe, c'était en début de semaine. Voilà, c'était mardi, il me semble. Alors non. Alors c'était peut-être lundi, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'étaient les PMI européens. Bref, aujourd'hui c'est PMI britannique, américain, canadien. Voilà, donc on va commencer par les indices comme d'habitude. Les indices qui sont globalement dans le vert, alors c'est pas uniforme, mais on voit quand même que c'est plutôt dans le vert. L'Eurostoxx 50, c'est le benchmark de la zone euro, il est en hausse de plus 0,12%. Donc voilà, on a quand même une hausse tirée par les actions des pays du sud de l'Europe. On voit parce que on a le CAC qui est à l'équilibre, le DAX qui est en très légère baisse. Par contre, le MIB et la IBEX, ils sont dans le vert. Voilà, donc on n'a pas ce matin comment dire, un rebond du marché action, même si bon, on a de l'appétit pour le risque qui se matérialise par une nette surperformance, vous voyez, du NZD et de la UD, plus 1% face au dollar en intraday, c'est énorme, c'est très très rare. Donc voilà, on a de l'appétit pour le risque, mais ça se reflète pas sur les marchés actions pour le moment. Toutefois, d'un point de vue technique, on a une information particulièrement haussière hier, puisqu'on a eu, vous savez, le gap de rupture qui comble le gap d'essoufflement. Donc, vous savez, on a la fameuse pattern top island, qui est une figure de retournement baissière. Là, on peut dire que c'est un bottom island, c'est-à-dire séparé par deux gaps. Oui, on a le bottom qui est séparé par deux gaps. Et voilà, donc ça, c'est un signal particulièrement haussier. Donc, tout retour proche de du gap, du haut du gap, à 5043, serait à prix d'entrée extrêmement intéressant pour passer à l'achat sur le CAC 40. Tant que, en fait, eh bien, ce CAC 40 ne casse pas cette oblique haussière de momentum. Voilà, tant que sur le 4 heures, le RSI reste au-dessus de cette oblique, eh bien, il y a toutes les chances pour que le CAC aille chercher les 5200 points. Voilà, donc poursuite du scénario haussier de hier. Hier, je vous rappelle, on avait ce fameux gap, on avait une hausse, mais on avait surtout notre signal du VIX. Donc voilà, c'est bullish pour moi le CAC 40 jusqu'à 5200 malgré voilà, le léger doute qu'on a ce matin sur les marchés actions. Je vous rappelle que les Parisiens ne sont pas présents sur les marchés aujourd'hui, enfin les traders français, puisque c'est un jour, comme vous le savez, férié. Par contre, voilà, c'est ouvert et nous avons les Londoniens qui sont toujours présents et bon, c'est plutôt Londres qui fait les volumes du CAC 40, même quand voilà, c'est un jour férié en France. Là, plus de la moitié des volumes sont réalisés sur le CAC. Donc voilà, c'est pas que les Français qui font les volumes du CAC 40. Il y a une grosse partie, mais c'est pas non plus la majorité. Donc oui, c'est férié aujourd'hui en France, mais le CAC cote et ça ne veut pas dire que le CAC il ne va pas y avoir de volatilité. Voilà, donc support à 5056, techniquement, c'est un support assez intéressant. Précisément, comme je l'ai dit, le haut du gap à 5044, c'est un niveau de prix également intéressant pour passer à l'achat et viser les 5200, voire même beaucoup plus haut. Si on fait un breakout des 5200, on pourra clairement envisager un retour à 5500 points. Maintenant, pour avoir un retour à 5500 points, je pense qu'il faudrait avoir un contexte politique qui s'améliore, c'est-à-dire soit un accord sur le budget italien, soit un accord sur le Brexit. Mais bon, techniquement, le CAC est boule à court terme. Le DAX, pareil. Même si voilà, en intraday, il a un peu plus de mal. Qu'est-ce qu'on a eu donc hier? Le gap qui vient pas combler, comme vous pouvez voir celui, le gap d'essoufflement qu'on a eu ici. Donc vous voyez que le gap d'essoufflement qu'on a eu lundi, donc de vendredi à lundi, c'était de 11 518 donc c'est lundi de la semaine dernière, pardon, 11 118 à 11 536. Hier, on a eu un gap de 11 192 à 11 402 et on est venu buter, vous voyez le DAX, sous à la résistance du gap. Regardez, vous voyez, on a le gap ici, la résistance. Donc le DAX n'a pas encore tout à fait comblé son gap.
d'essoufflement de la semaine dernière. Donc prudence. En tout cas, on n'a pas d'information qui est bearish à court terme sur le DAX. Donc c'est pareil. En plus, on réintègre, vous voyez, ce support à 11 397. Comme vous pouvez le voir sur le graphique journalier, ce support, c'est eh bien c'est le plus bas de ce crash de la première quinzaine d'octobre. Ensuite, nous en avons eu un second, comme vous pouvez constater ici. Donc support du premier crash, c'est le support, on le réintègre hier en clôture au-dessus. Donc là, c'est même si on n'a pas compris le gap, on a eu quand même hier une journée qui est positive pour le DAX. Et si on fait le bilan sur l'Eurostoxx 50, puis vous voyez que l'Eurostoxx 50 comble son gap d'essoufflement, tout comme le CAC 40. Et voilà, il clôture au-dessus de son plus bas, pareil, du crash de la première quinzaine. Et donc, on est au-dessus des 3168 points. Tant qu'on est au-dessus de ce support, l'Eurostoxx 50 a toutes ses chances de venir chercher les 3280 qui était sa résistance, vous voyez, du mercredi 17 octobre. Donc bullish, marché, action, tant que voilà, tant qu'on se maintient au-dessus de ces supports de la première quinzaine d'octobre. Au niveau des indices américains, eh bien le rebond, comme je vous l'ai dit, comme vous avez pu constater, c'est poursuivi. Le S&P, pardon, qui a même clôturé, vous voyez, mercredi au-dessus de ce support à 2709 points, alors très légèrement à quelques points près en dessous. Bon, on va dire qu'on est au-dessus. Voilà, on n'est pas à quelques points près. Donc voilà, journée positive pour le S&P hier. Journée positive, qui le futur clôture au-dessus de 2709, donc en dessous du support pareil de la première quinzaine d'octobre. Donc c'est une information particulièrement bullish qui laisse entrevoir finalement une hausse jusqu'à 2821 points. Au niveau du Nasdaq, c'est pareil. Vous voyez, si on devait tracer un support le plus bas de la première quinzaine d'octobre, et ensuite la résistance à 7351, puis 7690. Donc on est au-dessus des 6889. Tant qu'on est au-dessus des 6889 et tout retour à 6889 me semble être une opportunité d'achat pour viser 7351 en swing trading. À court terme, on vient chercher simplement le plus haut de la journée précédente. Et à moyen long terme, on peut très bien venir chercher les 7690 points. Voilà. Voilà, tout simplement. Et à noter qu'on a une belle divergence haussière sur du journalier sur le Nasdaq. Et le Dow Jones, eh bien c'est pareil. Hein. Vous voyez, de toute façon, les indices américains se ressemblent énormément, tout comme les indices européens entre eux. Donc, indice Dow Jones, on est au-dessus de ce plus bas, de 24 896, qui est le support de la première quinzaine d'octobre. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus, perspective haussière jusqu'à 25 862. Si on repart en dessous des 24 896, alors il faudra voir l'état du chandelier, mais ce serait une information particulièrement négative et qui suggérera finalement un retour à 24 115 points. Donc voilà, résumé sur le marché action, plutôt perspective haussière à court terme, tant qu'on se situe au-dessus du support du plus bas de la première quinzaine d'octobre. Au niveau du Forex, on voit qu'on a une nette surperformance des devises commodities, une nette surperformance également du GBP, qui est soutenue par les propos très optimistes de Dominique Raab, le ministre du Brexit britannique, l'euro qui en profite forcément, le dollar qui est vendu face à toutes les devises, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, hausse, clairement, on a de l'appétit pour risque puisque le yen et le dollar sous-performent. Et d'ailleurs, le NZD Index, regardez ce qu'il est en train de faire sur du journalier. Le NZD Index, dans lequel il évolue dans un canal baissier depuis le mois d'avril, eh bien, est en train de tester la borne haute. Donc là, on est sur un niveau de timing particulièrement important sur la NZD. Personnellement, je n'envisage pas de cassure à la hausse. Pourquoi? Parce que les commodities, les matières premières sont encore clairement orientées à la baisse. L'USD Yuan, bon, il est haussier, mais il est très élevé, mais il est toujours haussier. Donc voilà, tant qu'on a l'USD Yuan qui est haussier et les matières premières qui sont baissières, j'ai pas vraiment de raison d'anticiper un rebond du NZD. Voilà, donc en plus de cela, on teste le haut du nuage. Donc prudence, voilà, tout simplement, c'est le mot. Hein, le mot sur le NZD, c'est prudence. Ne nous précipitons pas parce qu'on est soit à un moment de renversement de tendance, parce que si on clôture au-dessus du nuage et au-dessus du canal, ça serait un signal bullish pour du swing trading. Ça nous inviterait à revoir nos stratégies vendeuses de moyen terme sur le NZD. Par contre, l'AUD, c'est pareil. Regardez, enfin, l'AUD, non, justement, c'est pas pareil, puisqu'on est toujours dans le canal et on est de loin. On est très très loin de cette borne haute. Et voilà, l'AUD, tant qu'il est baissier, ça devrait pénaliser également, ça devrait faire pression
sur le NZD. Donc, si on a un nouveau plus haut annuel de l'USD-CNH, si on a un nouveau plus bas de la USD, ou si on a un nouveau plus bas d'une certaine matière première industrielle comme le cuivre, eh bien, ça serait bearish pour le NZD. Je vois pas pourquoi il faudrait payer le NZD si on a l'AUD en baisse, le CNH en baisse et les matières premières en baisse. Donc, faut faire preuve d'extrême prudence sur le NZD. On est soit en début d'une nouvelle tendance, soit on est vu au début d'une tendance haussière de moyen long terme, ou soit on est en train de s'approcher d'un top qu'on va pouvoir profiter pour mettre en place des nouvelles stratégies vendeuses. Voilà, donc wait and see, c'est un petit peu le mot de la fin pour le NZD. Au niveau du dollar, on a un puissant repli, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, grâce bien, à un contexte qui s'améliore, notamment avec les propos optimistes du Brexit. Ça paraît bête, mais ça permet d'améliorer les perspectives des investisseurs sur le Brexit. Les chiffres PMI manufacturés qui rebondissent en Chine et au Japon. Chine-Japon, c'est pas 50% du PIB mondial, mais ça doit être de tête, ça doit être au moins, ça doit être 25% du PIB mondial, je pense. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Voilà. Donc forcément, on a une baisse du dollar. Maintenant, voilà, faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter, faut pas vendre le dollar. Pour moi, le dollar, pour moi, il est haussier. Il est clairement haussier. Bien que, voilà, sur le DXY, vous voyez qu'il est en train de former, bien qu'on est en train de faire un puissant chandelier baissier. Si le, si le cours clôture comme cela, avec cette pattern des 3 derniers chandeliers, ça s'appelle une étoile du soir et c'est une information. C'est un signal bearish. C'est un signal bearish et ce qui nous inviterait à mettre en place des stratégies vendeuses sur le dollar USD pour du court terme. Voilà, maintenant, on est au tout début de la séance européenne, donc rien n'est encore fait. L'AUD rebondit fortement et vous voyez qu'il teste une résistance. Donc ça sera peut-être le moment où les vendeurs reviendront très présents sur l'AUD. Le NZD est en train de dépasser sa moyenne mobile à 100 jours, à 100 jours qui est en verte. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois parce que vous voyez que en septembre, le 20, on a une clôture au-dessus. Quelques jours après, l'étoile du soir. Et voilà, on est reparti en baisse. Donc voilà, prudence sur le NZD. Même si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, j'attendrai que le cours passe au-dessus du nuage pour envisager des stratégies acheteuses sur le NZD USD. Bien qu'on ait, vous voyez, une divergence bullish. Et on a également une résistance de momentum. Donc, tant que le RSI est en dessous de cette résistance de momentum, le momentum ne sera pas suffisamment important pour, je pense, justifier une stratégie acheteuse sur le NZD. Maintenant, je ne dis pas qu'on est peut-être en train de faire le top du dollar et le bottom du NZD. C'est possible que voilà, le dollar a été acheté pendant de nombreux depuis le début de l'année, presque depuis le mois de mars, face à toutes les devises majeures. Le dollar, c'est la devise qui surperforme sur les 6 derniers mois, sur les 3 derniers mois, le mois dernier avec le yen. Donc voilà, le dollar a été extrêmement acheté. Si demain il venait à entrer dans un marché baissier, ça ne m'étonnerait pas, puisque voilà, c'est toujours des cycles. Maintenant, pour le moment, on n'a pas les indications techniques, les signaux techniques suffisants pour anticiper, pour spéculer sur une baisse du dollar de moyen et long terme. Parce que si on regarde à nouveau le DXY, et cette fois-ci sur du weekly, vous voyez que on a un momentum qui est haussier, le prix qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 semaines est au-dessus également de son nuage. Donc, pour le moment, c'est clairement haussier. Et en mensuel, regardez, je vous rappelle qu'au début du mois, à chaque début du mois, on a des réallocations dans les portefeuilles. Donc, on a beaucoup de mouvements qui se font dans les portefeuilles, ce qui explique généralement la hausse de la volatilité sur les marchés en début et en fin de mois. Voilà, donc DXY en mensuel, c'est clairement haussier. Vous voyez, donc on n'a pas de raison encore d'anticiper une baisse majeure du dollar sur du moyen et long terme. Donc voilà, l'euro-dollar en profite pour rebondir depuis ses plus bas de l'année à 1,13, comme vous pouvez le constater. Si le chandelier clôture comme cela, ça serait une bullish engulfing, ce qui est une figure de retournement haussière en chandelier japonais. Et dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un retour
à cette pseudo-ligne de coup d'une épaule tête-épaule. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Ah, mince. Regardez ici, on a une magnifique épaule tête-épaule. L'épaule, la tête, l'épaule, dans l'esprit, c'est là. Donc pullback vers les 1,1450, puis pourquoi pas une nouvelle baisse. En tout cas, pour le moment, vous voyez que le plus bas de l'année est payé, l'euro est payé ce matin. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut se positionner. Puisqu'on n'a pas de catalyseur en euros attendu aujourd'hui, on a simplement des PMI américains cet après-midi. Techniquement, le RSI sort par le haut de ce canal et le prix donc a toutes ses chances de revenir chercher le haut de ce canal baissier dans lequel il évolue depuis, vous voyez, la décision des taux, la dernière hausse des taux de la Fed. Donc voilà, euro-dollar, perspective haussière sur de l'intraday. Pourquoi pas jusqu'en haut du canal à 1,14, 1,1450. Le GBP qui est extrêmement bullish, et si on regarde l'euro GBP, eh bien le RSI passe en territoire vendeur. De toute façon, vu les chandeliers actuels, c'est normal qu'on passe en territoire vendeur. Donc momentum qui est bearish. C'est quoi un momentum bearish? C'est une pression vendeuse plus importante qu'une pression acheteuse. C'est ce que reflète le RSI. Le RSI nous indique si la pression dominante est acheteuse ou est vendeuse. Voilà, techniquement, on a également, vous voyez, le breakout, je pense, de cette oblique. Donc, l'euro GBP, c'est baissier. C'est baissier. Il y a fort à parier que le GBP va profiter, va continuer à profiter de ces propos de Dominique Raab sur le Brexit. Maintenant, vous le savez, on a les PMI à 10h30 heure française, PMI manufacturier britannique, et on a la Banque d'Angleterre avec Mark Carney à 13h et 13h30 respectivement. Donc pas mal de catalyseurs pour la livre sterling aujourd'hui. Ça sera qui tout double. Soit l'euro GBP revient à 0,8850 dans l'après-midi, ou soit il vient à 0,88. 0,88, même 0,87, 0,87, 75, excusez-moi. Alors peut-être pas 0,87, 75, on va assez loin, mais vous voyez au moins 0,87, 77. Voilà, donc l'euro GBP, en tout cas perspective baissière techniquement. Vous voyez, c'est baissier, hein. Et en journalier, vous voyez, on a des creux et des sommets de plus en plus bas. Sommet, creux, sommet, creux, sommet. Et là, on peut s'attendre, pourquoi pas, à un retour au moins déjà au plus bas à 0,87, 25. Le GBP-USD, important rebond du GBP-USD. Regardez les propos de Dominique Raab, c'était à ce moment-là. Je vais me mettre même en horaire, ça va être encore plus clair. Regardez en horaire. Ce canal, en début de semaine, j'avais indiqué, en début de semaine ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, on avait parlé de ce canal et j'avais dit que voilà, tant que ce canal, tant qu'on est dans ce canal, c'est baissier et l'objectif c'était un retour au plus bas de l'année à 1,2663. On n'a pas atteint les plus bas de l'année parce qu'on a eu cette information de Dominique Raab. Vous voyez le chandelier, l'important chandelier aussi, eh bien c'est lui. C'est lui. Et donc du coup on a une sortie. Et dès qu'on a une sortie d'un canal, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser les retracements de Fibonacci. Alors je vais me mettre sur du 4 heures. Voilà, on utilise les retracements de Fibonacci. 50%, retour à 1,2966, même 1,30, clairement possible. Alors attention, je rappelle qu'aujourd'hui, on a le focus sera plutôt sur le GBP avec la BOE et Mark Carney, mais demain on a les chiffres de l'emploi américain avec le fameux NFP. Donc c'est source de volatilité sur toutes les paires majeures. Et personne ne sait en avance quel va être le ton, hein, quel va être le résultat des chiffres de l'emploi. Donc voilà. Et puisque le chiffre d'emploi, c'est peut-être l'événement récurrent mensuel qui donne le plus de volatilité sur le Forex, eh bien, soit les chiffres de l'emploi seront très bons aux États-Unis demain, et dans ce cas, le GBP/USD reviendra chercher ses récents plus bas, ou soit ils seront plutôt décevants, et dans ce cas-là, on vient dépasser les 1,30. Ça sera qui tout double. Donc voilà, dollar, ça me semble un peu trop compliqué de se positionner dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que le dollar, on est très très haut, le DXY est un plus haut depuis juin 2017. L'euro qui est sur support,
Ouais, on a beaucoup de paires majeures qui ont rebondi sur des plus bas face au dollar. Donc le pullback, le dollar qui est sous résistance. En même temps, on a le NZT qui rebondit fortement, mais techniquement, il est toujours baissier dans son l'indice Forex. Donc j'éviterai de trader les paires majeures en l'absence de nouveaux signaux clairs. Euh, par contre, clairement, moi je pense que voilà, les devises européennes, euro et GBP, il y a un énorme potentiel haussier, puisque finalement, si on a un accord sur le budget italien ou sur le Brexit, ce sera bénéfique, et bien soit sur l'euro, soit sur la livre sterling. Voilà, donc ça va être, pour moi, ces deux devises ont une marge de progression énorme, GBP, USD et euro-dollar. Vous savez que le GBP et l'euro et le yen sont les trois devises les plus influentes sur le DXY. Donc si on a une très bonne information sur, on a quelque chose de vraiment très bon en Royaume-Uni, donc un accord sur le Brexit qui est trouvé, ça soutiendra non seulement le GBP, mais ça permettra d'avoir un tableau similaire à celui-ci, c'est-à-dire que le dollar sera tout en bas, sera tout à droite, pardon, de cette échelle. Le GBP, il sera tout en haut. Parce que si on a une hausse du GBP, on va avoir des ventes du dollar, des importantes ventes du dollar, et ça va faire remonter mécaniquement le cours des autres devises majeures. L'euro sera très probablement également vers le bas, puisque si le GBP, s'il y a des perspectives bonnes, enfin si on a un accord sur le Brexit, le marché va vendre l'euro GBP. Donc l'euro, il y a des fortes chances qu'il ne profite pas énormément d'un accord sur le Brexit. Par contre, s'il y a un accord sur le budget italien, là par contre l'euro, bien évidemment, sera la devise qui en profitera le plus. Donc GBP, vous voyez que la moindre information sur le Brexit, c'est extrêmement bullish. Pourtant, il n'y a aucune avancée qui s'est faite, hein. L'euro, demain, si on avait un accord sur le budget italien ou quelques annonces positives, on aurait exactement, je pense, le même mouvement sur l'euro-dollar. Donc voilà. L'euro-dollar, je pense qu'en intraday, c'est intéressant de le payer pour aller chercher, voilà, on peut mettre des pivots mensuels, par exemple. Enfin, pivot mensuel, pivot journalier, pivot hebdomadaire. Voilà, le pivot mensuel, il y a un 14, vous voyez, un 14-13. Si on se met en hebdo, un 14-29. Donc on voit un 14-13, un 14-29. C'est une zone de, comment dire, de résistance à court terme. Vous voyez le R3 de la journée, pour vous donner un ordre d'idée, parce que le R3, c'est rarement atteint, hein. Donc R3, il est à 1,14. Donc l'objectif du jour, l'objectif 100% pour les day traders, ça va être le R3. Ça m'étonnerait qu'on dépasse celui-ci. Donc déjà, le R2 à 1,1383, puis le R3 à 1,14. Bonjour, Sophie.g, pour vous, il faut attendre un retracement de 61,8 pour dire qu'une nouvelle tendance s'est déclenchée. Le stop théorique est à 100% du mouvement précédent. Alors, pour moi, oui, moi je l'utilise de cette façon-là. Maintenant, il y a des gens qui utilisent le ratio 78,6. 78,6. Euh, Pourquoi pas? Maintenant, 78,6, ça ne vient pas du ratio, du nombre d'or. Donc, pour moi, c'est pour ça que je l'utilise, je le mets sur mes graphiques, mais je l'utilise pas réellement. C'est vraiment un support que j'utilise, un support de la dernière chance finalement. Et le stop théorique, oui, c'est sous le 100%, c'est-à-dire sous le plus bas, ouais, sous 100%. Si je devais dire un chiffre, par exemple, ça serait 105%. Le stop théorique. C'est pas au 100% en lui-même, c'est un petit peu en dessous si on est dans une faille, si on se positionne à l'achat, et un petit peu au-dessus si on se positionne à la vente. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc perspective haussière pour l'euro-dollar en intraday, perspective haussière jusqu'au R2, R3. Voilà, ça c'est les deux objectifs intraday. Le GBP USD, même topo, vous voyez qu'on a déjà atteint le R2. Le R3, il est à 1,2966, donc vous voyez que c'est le R3, mais c'est également 50% de retracement de cette tendance. Donc on a un double niveau de résistance à ce niveau de prix. Donc voilà, prudence et même regardez, là on vient tester ce support à 1,29. Donc j'ai envie de dire, disons là au niveau de prix actuel, pour viser les 1,2966, il n'y a pas de ratio risque rendement intéressant.
au prix actuel. Donc on ne peut pas passer à l'achat maintenant sur le GBP USD. C'est beaucoup trop risqué. Parce que vous allez peut-être aller chercher 66 pips pour en risquer. Vous voyez, si vous mettez votre stop sous le récent plus bas ici, vous allez risquer plus de 150. Donc en termes de ratio score rendement, c'est médiocre. Donc il n'y a pas d'opportunité au prix actuel sur le GBP USD, à part si vous envisagez un retour du GBP USD au récent sommet 1,33, à 32,50, 1,33, dans ce cas-là, il y a quelque chose à faire. Mais si vous anticipez, si votre objectif c'est un retour à 1,2966 ou même 1,30, je vois pas comment on peut avoir un ratio risque rendement intéressant. Donc voilà. USD Yen techniquement, c'est assez intéressant également. Regardez, on a marqué un nouveau plus haut. Donc c'est une information bullish. Hein. Top, bottom, top. Donc voilà, donc tant qu'on se maintient sous les récents plus bas, perspective haussière jusqu'au plus haut à 114 et quelques, tout simplement. Voilà. Et si on passe sous le nuage, ça serait là une première depuis pas mal de temps, vous voyez depuis le mois d'août, et donc ça serait une information particulièrement bearish. Si on sort du canal et on passe en dessous du nuage, ça sera baissier et ça remettra en cause toute cette tendance haussière. Voilà. Faudra, si on sort par le bas du canal, faudrait chercher 109,60 comme premier objectif. En fait, 110, hein, le seuil psychologique des 110. Puisque c'est également la moyenne mobile à 200 jours. Donc si on sort par le bas, objectif baissier, 110. Voilà, donc sur le Forex, j'ai envie de dire aujourd'hui c'est wait and see. Parce que voilà, on a des devises qui sont extrêmement haussières, AUD, NZD, GBP, qui profitent de quelque chose de temporaire selon moi. Il n'y a rien de conclu. Alors oui, on a des chiffres PMI qui rebondissent au Japon et en Chine, mais c'était en baisse quand même pendant plusieurs mois et ils ne sont pas non plus fantastiques. Il y a un rebond, mais les rebonds sont pas géniaux, vous voyez. Donc un rebond qui est payé, un rebond des PMI c'est payé, c'est normal. Maintenant, on n'a pas de changement des fondamentaux. On n'a pas vraiment de changement majeur. Et sur le GBP, c'est pareil. On a Dominique Raab qui dit qu'un accord sur le Brexit d'ici le 21 novembre est possible. On a une confirmation de Le Drian ce matin indiquant que voilà, on était très très proche. On était à un moment, il me semble, alors mot pour mot, c'est un moment important, décisif, voilà, pour les négociations. Donc voilà, ça vient un petit peu alimenter l'appétit pour risque, la spéculation d'investisseurs, mais ça ne change en rien pour le moment la situation. Donc voilà, et c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'informations, comme quoi un accord est proche, enfin pourrait être conclu très prochainement. Donc voilà, GBP pour moi, oui il y a une hausse, faut la jouer, pourquoi peut-être faut la jouer. Vous voyez, on a le nuage en journalier à 29,79, donc ça rajoute un poids supplémentaire, 1,2979 pour rappel, c'est, vous voyez, proche de 50%, proche du R3 mensuel, donc là, vraiment, les 50% de traitement Fibonacci sera un niveau de résistance extrêmement important. Extrêmement important. Si on passe au-dessus des 1,2979, c'est perspective haussière jusqu'à un 32,50. Et si on passe en 32,50, double bottom, hop, c'est parti pour les 1,38, voire même retour à 1,40. Voilà, donc Brexit en soi, que ce soit Brexit, enfin que ce soit GBP, que ce soit AUD, que ce soit NZD, elle sous-performe clairement ce matin, ces devises. Le dollar sous-performe clairement également, mais on n'a pas de changement par rapport à hier, on n'a pas de changement majeur. Donc voilà, faut pas prendre des décisions de façon précipitée. Techniquement, ça n'a pas beaucoup changé la situation. En intraday, oui, on peut profiter de ces rebonds sur l'euro-dollar. On peut profiter du rebond sur, par exemple, le NZD Yen. Alors NZD Yen, il n'y aura pas beaucoup de volume parce que NZD et Yen, c'est deux devises, donc enfin asiatiques océaniques. Donc c'est deux devises qui sont surtout tradées pendant la séance asiatique. Le NZD Yen, il n'y a pas beaucoup de volumes qui sont faits pendant la séance européenne ou la séance américaine. Vous en doutez bien. C'est comme si vous mettiez l'euro CHF en Asie. Si vous regardez l'euro CHF la nuit, il consolide, il est flat, il se passe rien parce que les asiatiques ou les Australiens ou Néo-Zélandais n'achètent ni l'euro ni le franc suisse. Enfin, ils en achètent un petit peu, mais vraiment, c'est très très minime pendant leur séance. Ils sont plutôt sur les devises
de leur région, ce qui est normal. Voilà, donc à la rigueur, on a l'euro-dollar perspective haussière, on peut avoir également l'euro-yen en intraday. L'euro-yen en intraday, vous voyez, qui rebondit. Il semblerait y avoir un support à 27,46. On peut clairement aller chercher le R2 journalier. Voilà. R2 journalier, quoi qu'il est assez haut, mais bon, 128,87, pourquoi pas? Pourquoi pas aller le chercher? GBP yen. Alors GBP, pour moi, il y a trop de bruit, c'est l'émotion de ce qu'on a sur le GBP actuellement, donc il n'y a pas de quoi trader le GBP. Le NZD, regardons. NZD yen. Excellent rebond. On est au R2 journalier. Voilà. Perspective haussière jusqu'au R3 journalier qui est coïncide avec le seuil psychologique des 75. Alors, je passe sur les commodities et ensuite j'ai une question sur Apple. Donc, j'avais une question au tout début du webinaire sur le pétrole. Euh, je vois Raymond. Alors, donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hein. Je retrouve la salle, la boîte à questions. Pas de repos éternel pour vous. Alors non, puisque vous savez, je suis salarié au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce n'est pas férié aujourd'hui. Donc, je travaille, comme vous pouvez le constater. Mais bon, de toute façon, c'est un plaisir. Donc, voilà. Bref, ceci étant dit, pétrole qui retourne dans la baisse ce matin. Je vous rappelle que on a l'OPEP qui a augmenté sa production à son niveau le plus élevé depuis 2016. Du coup, voilà, les divergences ont été annulées, les plus bas ont été enfoncés, donc le scénario haussier, perspective haussière est, est annulé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'est baissier, cours de pétrole, on retourne à la baisse. Si on devait tracer des obliques, vous voyez, on a une pseudo-oblique. Bon, elle n'est pas très très propre d'un point de vue analyse technique, c'est pas très correct, mais bon. Vous voyez qu'on a une oblique baissière. En tout cas, si on n'a pas d'oblique baissière propre, on a en tout cas des plus bas, des sommets, des creux de plus en plus bas. Donc ça, c'est typiquement, enfin, c'est la définition même d'une tendance baissière. En journalier, pas de signaux de retournement, on n'a pas de divergence qui est en train de se mettre en place. Le RSI qui est un plus bas plurimensuel, comme on peut constater le RSI journalier, ce qui nous indique qu'on a une phase d'excès, mais ce qui nous indique surtout qu'on a un momentum, on a une pression vendeuse extrêmement importante et on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc le momentum qui s'est accéléré à la vente, là il y a des chances que le brut, le WTI, vienne chercher les 64, puis même 62,56. En 4 heures, est-ce qu'on a un signal qui viendrait, comment dire, infirmer cette analyse? La réponse est non. Donc, support numéro 3, 64 dollars, c'est support à court terme. Le Brent. Le Brent, alors c'est très intéressant, parce que le Brent, regardez, il revient tester cette oblique qui n'a pas testé depuis le mois d'août. Donc, retour sur cette oblique. Pareil, la perspective haussière, elle est forcément annulée. Donc creux et sommet de plus en plus bas. On passe sous le nuage. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances. On imagine très bien que si on est clôture sous la moyenne mobile à 200 séances, puisque le WTI est déjà sous sa moyenne mobile à 200 séances et sous le nuage, si le Brent est lui aussi sous sa moyenne mobile à 200 séances et sous son nuage, ça accélérera très probablement la baisse des cours de pétrole. Et l'objectif, si on a un breakout, la moyenne mobile à 200 séances, c'est objectif baissier jusqu'à 70,49 dollars. Voilà, donc le pétrole, plutôt perspective baissière depuis qu'on a enfoncé les récents plus bas. Au niveau de l'or, l'or est bien qu'il est haussier, qui profite de la baisse du dollar. Oui, l'or, c'est une devise refuge, mais c'est avant tout un actif libellé en dollars et qui est extrêmement influencé par le dollar. Donc voilà, on a un momentum qui est haussier en journalier. On a le gold qui rebondit sur son seuil, je pense, de 50%. Voilà, 1213, rappelez-vous, c'est le seuil qu'on avait parlé en début de semaine, 1213 dollars. Donc ça y est, on a le rebond. On a le rebond et là, c'est possible qu'on aille rechercher les 1240. Tant que le DXY est dans le rouge, vous voyez, eh bien, l'or devrait être dans le vert. Même si on a de l'appétit pour risque, avec une hausse de l'AUD, du NZD, du GBP. Voilà. L'or va profiter de la baisse du dollar. Donc, l'or, c'est rebond jusqu'à 1236 dollars à court terme. Et donc, je passe sur Apple.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme ça, voilà, je fais l'analyse Apple. En mensuel, alors je vais commencer par ajouter, voilà, on a des supports, des résistances, tac, en hebdomadaire, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, donc résultat d'Apple ce soir, 1er novembre, voilà. Ce soir, après la fermeture des marchés, il me semble. Donc forcément, ça aura un impact énorme sur les marchés, sur les indices américains. Vous savez qu'Apple, c'est la captation boursière la plus grande, plus grosse au monde. Euh, et même dans le S&P 500, Apple, il me semble, euh, représente 3% du S&P 500, quelque chose comme cela. Voilà, donc c'est quand même conséquent. Donc si Apple varie de plus 5 ou prend moins 5, ça se fait ressentir sur Apple, ça se fait ressentir pardon sur euh, sur le Nasdaq, ça se fait ressentir sur le S&P 500 et le Dow Jones. Voilà, donc Apple, si on a des bons résultats, on achète 230 $. Si on a des pas bons, vous savez que le marché est sur les marchés actions, la baisse, enfin il en faut peu pour que le marché soit déçu, et il en faut par contre beaucoup pour que le marché soit surpris positivement. Donc voilà. En clair, si on a des mauvais résultats, ne serait-ce que décevants très très légèrement, si on manque, on l'a vu avec Facebook, hein, qui eh bien a manqué, c'était au deuxième trimestre, le nombre d'utilisateurs actifs de 1 million ou de 2 sur 1 milliard et quelques, et on a eu une baisse de, on a eu la baisse la plus importante à Wall Street en termes de, enfin, on a la capitalisation boursière qui a fondu de 150 milliards de dollars en l'espace de quelques jours. C'était la plus importante de l'histoire. Donc, il en faut très très peu pour que le marché euh, vende ces techs. En même temps, ils sont extrêmement exigeants, les investisseurs, puisque ouais, ces techs sont dans des bulles hein, presque. Enfin, on peut le dire même. Donc, les investisseurs sont extrêmement exigeants. La moindre, enfin, la moindre déception se fait, enfin, est extrêmement vendue sur Apple, ce qui peut être une opportunité d'achat. D'accord? Donc, si on a une baisse, on l'aura très probablement en retour à 182 $, qui représente, depuis les prix actuels, une baisse d'environ, non, peut-être pas 16%, vous voyez, ça semble beaucoup. 16%, ça serait extrêmement choquant. Mais un moins 5, moins 10, un moins 5, moins 10, donc un retour, vous voyez, au plus haut après ce chandelier haussier, donc à 207, voire même 200 $, finalement, c'est le seuil psychologique des 200. Si on a un retour à 200 $, pourquoi pas passer à l'achat sur Apple, même si on a des résultats décevants. Gardons à l'esprit l'analyse technique. L'analyse technique, elle est clairement haussière, bien qu'on ait des RSI, vous voyez, extrêmement bullish. Vous voyez, en mensuel, en daily, on voit que c'est une bulle. Hein. Regardez, le momentum est extrêmement, il est quasiment tout le temps en surachat, que ce soit en mensuel, en hebdo ou en journalier. Donc, vous voyez que en journalier, ça a bien respiré, mais quand même, on est plus souvent dans le vert que dans le rouge. Donc, voilà, Apple, on revient à 200, c'est stratégie acheteuse, même si on a des chiffres décevants, parce que c'est pas parce qu'on a des chiffres décevants sur Apple sur un trimestre qu'on va forcément avoir un bear market. Hein. Apple, c'est quand même solide. Je ne suis pas expert voilà, d'Apple ou des marchés actions, mais ça reste quand même solide et ça m'étonnerait que si on a une petite déception ou voilà un petit manquement d'Apple et qu'on a une baisse de 10% sur l'action, qu'on rentre ensuite dans un marché qui est baissier. C'est peut-être le facteur qui va éclater la bulle sur les techs, d'accord, ou mais ça m'étonnerait. Enfin, il y a peu de chances en fait de spéculer là-dessus. Il y a très peu de chances que ça se produise. Donc, spéculer sur un éclatement de la bulle parce que Apple manque ses résultats, c'est extrêmement peu probable, je pense. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Donc, voilà, je ne spéculerai pas sur un éclatement d'Apple vu la tendance. Ça me semble un petit peu du suicide. Donc, voilà, je préfère plutôt
quitte à avoir des mauvais résultats, je préfère justement payer ces pullbacks. Rappelez-vous, quand on a des décisions émotionnelles qui sont illustrées par le VIX, c'est de la panique. L'émotion n'a rien à faire dans les marchés. Donc ne vous faites pas avoir par la panique. Voyez justement cette panique illustrée par le VIX comme peut-être une opportunité d'achat. Pour ceux qui veulent payer en tout cas le pullback, le VIX c'est un excellent indicateur. D'accord? Ceux qui veulent payer les replis, je pense pas que vous ayez mieux que le VIX. Voilà. Donc Apple, si on vient à 200, pourquoi pas passer à l'achat? Si on casse les 233 $, pourquoi pas acheter? Alors maintenant, acheter Apple, c'est quand même assez cher, ces actions, mais bon, techniquement, ça se paierait. Sans regarder les indicateurs de valorisation, donc uniquement l'analyse technique, on a soit stratégie de breakout, soit stratégie de pullback. Le pullback, ça serait 200 $, le breakout, ça serait 233. Donc si on clôture au-dessus de 233, stratégie acheteuse. Si on clôture à 200 $, stratégie acheteuse également. Voilà donc pour ce point de marché, je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous passerez une excellente journée. Et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Excellente journée à vous. Soyez prudents. Je vous rappelle que on a la BOE à 13h, Marc Carnet à 13h30, des PMI tout au long de la journée. Donc ça risque d'être, je dirais pas extrêmement volatile, mais quand même assez agité sur les marchés. Donc voilà, trader en fonction de cette volatilité. Et voilà. Excellente journée à vous et à demain.